les États, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h04 en ce mardi 3 juin. Le sujet que nous allons aborder, l'actualité du jour, est pas réjouissante. On attend peut-être des nouvelles du côté de Fleurance sur l'affaire Liana. On vous tiendra évidemment informé immédiatement en direct si un élément nouveau apparaissait. Je reçois mon confrère, je peux le dire, ami Thibaut Solano, puisque nous avons travaillé ensemble à Marianne. Il est toujours directeur adjoint de la rédaction. C'est un enquêteur chevronné. Thibaut Solano est un homme à sang-froid. Il va à son objectif. Et l'enquête qu'il a fait là, qui est une enquête de police, ça pourrait être digne d'un procureur. Et c'est une enquête historique, puisque c'est le thème est « Sommes-nous passés à côté de tueurs en série ?» Une enquête journalistique. L'auteur part d'une question simple, mon cher Thibaut, mais troublante. La France compte-t-elle des tueurs en série qui n'ont jamais été identifiés ou dont tous les crimes n'ont jamais été reliés entre eux? Et vous répondez par oui dans ces révélations. Vous citez Nordal Lelandais, Dominique Pellicot, Le Grellet, plongé dans 9 cold cases français. Et puis nous avons cette affaire-là d'actualité chaude avec cette disparition de cette jeune fille, de cet enfant de 11 ans. Et on est là dans la preuve qu'on peut avoir pas loin de chez nous des gens extrêmement dangereux, à qui on donnerait, passez-moi l'expression, le bon Dieu sans confession, et pourtant ce sont des tueurs potentiels. Les cas sont si nombreux que ça, finalement, Thibaut Solano? Alors, oui, c'est-à-dire que les cas de tueurs en série, déjà, c'est tout le paradoxe. À la fois, les tueurs en série sont moins fascinants, si vous voulez, dans leur personnalité que ce que nous a vendu le cinéma américain et la fiction d'une manière générale. Ce sont rarement des génies du crime, rarement des hommes insaisissables qui arrivent à duper toutes les polices et les gendarmeries de France. Si certains sévissent longtemps, c'est surtout parce qu'il y a eu des vrais loupés au niveau de l'enquête. Mais le paradoxe, c'est que malgré tout, il y en a plus qu'on ne le croit. Des tueurs en série, moi j'ai fait un décompte depuis 1970. Combien de tueurs en série ont déjà sévi en France? J'en ai recensé presque 60. Le vrai serial killer? Le vrai serial killer qui tue 3 fois à 3 moments différents. C'est ça la vraie définition. 3 fois à 3 moments. Il y a une base. Il y a une base. Il y a un barème. 3 fois. Voilà. Normalement, 2, c'est pas encore tueur en série. Alors, 4, 5, 6, évidemment, mais à partir de 3, c'est le serial killer, donc le tueur en série. Exactement. Ce qui paraît beaucoup, évidemment, des hommes qui tuent 3 fois, puisque ce sont essentiellement des hommes. C'est la traduction de la formule anglaise, ou c'est les Anglais qui ont copié les Français? On a pris. Alors, c'est d'abord arrivé aux États-Unis, ce phénomène, et ça a d'abord été reconnu comme tel aux États-Unis, et c'est arrivé en France chez nous assez tardivement, finalement, c'est-à-dire vers la fin des années 90, et essentiellement avec l'arrestation de Guy Georges en 98, mais auparavant on ne parlait pas de tueurs en série en France. On parlait éventuellement de maniaques. Assassin patenté, vous irez assassin patenté? Oui, c'est-à-dire que vous avez plusieurs profils de tueurs en série. Vous n'avez pas un tueur en série unique. Le psychiatre Daniel Zaguri, qui est vraiment une sommité dans le domaine, qui a expertisé plusieurs tueurs en série, dit que le premier mythe autour des serial killers, c'est de penser qu'ils sont tous pareils. Non, ils sont tous différents. Tueurs en série, il y a différents cas de figure que vous énumérez, que vous inventoriez. Les fillettes du printemps 87, des disparitions en Isère, la Saône-et-Loire. Pour chaque affaire, il y a les éléments de l'enquête, les erreurs ou les limites des investigations de l'époque. Thibaut Solano, pour autant, dans l'histoire, on a quand même une police judiciaire et des enquêteurs de la police française qui sont bons. Il y a des affaires qui ont été élucidées, qui à une époque n'auraient pas pu l'être. Alors on a les moyens techniques, on a aussi une compétence, on a une culture, on a une histoire. Pour autant, il y a des loupés. Mais pouvez-vous déjà nous rassurer, est-ce que oui, on a une très grande police, très compétente sur cette question-là? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner un chiffre plutôt rassurant. On estime à 20% le nombre de crimes non élucidés chaque année. Ça veut dire que 80% le sont. Et encore, certains ne le sont pas forcément l'année au cours de laquelle les crimes se sont survenus, mais ils sont parfois résolus l'année d'après. 20%, donc, c'est peu énorme. C'est un site que je cite souvent. Voilà. Oui, tout à fait. Et on se réjouit qu'il y ait 80% de résolus quand même. Exactement. Ça veut dire que ça pourrait être 55, 60 ou 75. C'est 80%. Absolument, et c'est plutôt en progression. Oui. Puisque à Paris, dans les années 80, le chiffre c'était plutôt 60% d'affaires élucidées. Et puis surtout, y compris par rapport au phénomène de tueurs en série, maintenant la police et la gendarmerie s'organisent. Il y a un pôle cold case, c'est-à-dire un service au tribunal de Nanterre, mais qui a compétence pour tout le pays, qui est désormais depuis 2022 chargé précisément des affaires non élucidées.
Donc la guerre des polices, telle qu'on a pu la connaître dans les années 70-80, rivalité entre PJ et criminels, c'est terminé. Il y a aujourd'hui une collusion où il y a une intelligence. Il y a du mieux, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a encore des rivalités. Exactement. Par exemple, le travail de recensement des cold cases, parce qu'il faut faire tout ce travail-là. Oui. Combien de cold cases depuis les années 70, combien d'affaires non élucidées? Eh bien, vous avez quand même la police qui travaille de son côté et la gendarmerie qui travaille du sien. Alors qu'évidemment, s'ils travaillent ensemble, on pourra avoir un résultat plus exhaustif et plus simple à obtenir. Et l'on sait, Thibaut Solano, et vous l'évoquez, il y a eu des loupés à cause de ça. Bien sûr. Faute de communication, on a gardé, et des hauts fonctionnaires qui ont reconnu que pour que l'autre l'ait pas, eh bien, on n'en a pas parlé, mais si on l'avait su, dans l'affaire Grébert, par exemple, c'était le cas. Oui. L'évader, c'est incroyable. Il n'y a pas une autorité suprême au niveau de la République, au niveau gouvernemental, et pourtant le sujet a été évoqué. Et quand Madame Alliot-Marie a voulu, à un moment donné, rapprocher ou fusionner gendarmerie-police, c'était un peu dans cet esprit-là. Oui. Pour autant, on n'a pas pris des décisions structurelles, j'allais dire, fortes et courageuses pour qu'il n'y ait pas ce genre d'incident, ce genre de dysfonctionnement. Non, effectivement. Et puis même, d'ailleurs, vous citez l'exemple police-gendarmerie, mais parfois même au sein de la police. Il y a des affaires... PJ ou brigade criminelle, bon, il y avait un film célèbre avec Claude Rich et Claude Brasseur, oui. Voilà, et il y en a un d'ailleurs qui laisse sa peau, oui. Et on fait en sorte que l'autre n'ait pas le coup. C'est ça, exactement. On se dit, nous, on va réussir à résoudre cette affaire très rapidement, et du coup, on va la garder pour soi, on va pas prévenir les collègues de la police judiciaire, et résultat, on n'y arrive pas, et une fois que la police judiciaire est finalement saisie du dossier, eh ben, c'est déjà presque trop tard. On avait aussi des rivalités entre SDEC et la DST, qui sont deux, c'est le contre-espionnage et l'espionnage, mais souvent, on se communiquait pas pour que l'autre n'emporte pas la mise. Exactement. Pour autant, aujourd'hui, est-ce que l'évolution des mœurs, c'est-à-dire cette liberté de parole où on dit beaucoup plus les choses, et surtout le numérique, avec le téléphone portable, participe quand même d'une facilitation de la localisation du tueur potentiel, du repérage de l'individu qui est dangereux. Bien sûr, exactement. Vous avez cité l'exemple de la téléphonie. C'est quand même une révolution pour retracer le déplacement d'un suspect et pour confondre des suspects. Ça a permis, parmi d'autres choses, de confondre Nordal-Lelandais, qui pourtant était particulièrement retors face aux enquêteurs et qui avait la tête dure, on peut dire, en audition. La téléphonie, toutes les données numériques aident forcément beaucoup les enquêtes. Et puis bien sûr, l'autre grande innovation, c'est l'ADN. L'ADN, voilà. Donc là, j'allais dire la biochimie, enfin les examens qui permettent de tracer avec un chromosome, on peut repérer quelqu'un. La somme de ces techniques, de ces évolutions, pour autant, ne permet pas d'aller pour l'instant jusqu'à 80%. Oui. De dire, c'est quoi les 20%? Grâce à quoi ou à cause de quoi ils échappent au repérage? Alors c'est une bonne question. Je pense il n'y a pas qu'une définition, je suppose. Oui, on n'atteindra jamais 100% de tout ça. Non, je dis, il n'y a pas qu'une explication. Oui, tout à fait. Non, il y a plusieurs explications. Si je reste sur le thème des tueurs en série, les tueurs en série existent toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré les progrès de la science dont on vient de parler, certains arrivent encore à passer entre les mailles du filet, du moins pendant un certain temps. Quels sont-ils? Par exemple, il y a le docteur Péchier, qui a été condamné l'an dernier pour 12 empoisonnements à Besançon. Alors il a fait appel, donc il reste présumé innocent, mais voilà. Si l'on en croit la première condamnation, c'est un tueur en série. Mais lui avait un mode opératoire particulier, c'est-à-dire qu'il faisait ça dans le cadre de ses fonctions de médecin anesthésiste. Oui. Manifestement, il empoisonnait des patients. Semble-t-il, c'était pour pouvoir les sauver au dernier moment. Et il y a eu 12 cas où il les a pas sauvés au dernier moment. Et dans ce cas-là, c'est tellement hors norme qu'il a pu passer plusieurs années entre les mailles du filet. La scène j'en avais entendu parler, mais voilà, il mettait les malades en situation de danger pour apparaître comme le sauveur de vie. Et puis quand ça loupe, eh ben l'autre passait outre. C'est terrifiant. Pour autant, on n'a plus de Landru ou de Petiot, c'est-à-dire le tueur en série entre guillemets industriel. Ça. Oui. C'est-à-dire, en général, enfin, on imagine qu'ils se sont attrapés avant. Il y a eu un autre cas, un tueur en série du côté de Choisy, en région parisienne. On a retrouvé 4 cadavres l'été dernier, l'été 2025, dans la Seine. Un homme est mis en examen pour les 4, donc 4 victimes, a priori, c'est un tueur en série. Mais pourquoi il a pu faire autant de victimes? Parce qu'il a fait ça dans un temps très court, en l'espace d'une vingtaine de jours. Donc, c'est aussi ce genre de tueur en série qui peut atteindre le seuil des 3 victimes, c'est parce qu'il agit de manière frénétique. Émile Louis,
Le dernier en date peut-être en termes de nombre de... Alors moi, celui qui a tué le plus, c'est Ivan Keller. Ivan Keller, oui, voilà, tout à fait. Médiatiquement moins connu, et pourtant lui aussi. Et pourtant, c'est lui qui en aurait tué le plus. Et encore, on n'est pas sûr d'avoir le véritable chiffre, qui serait une large vingtaine de crimes. En fait, il cambriolait des maisons, des domiciles de vieilles dames. Et puis, comme il disait lui-même, il les endormait, pour ne pas qu'elles l'empêchent de cambrioler. Oui. En fait, endormait, il les tuait avec un oreiller. Et il a sévi dans l'est de la France. Il les étouffait. Exactement. Et du coup, les crimes passaient inaperçus au début, parce qu'on pensait que c'était des vieilles dames qui s'étaient endormies de leur belle mort. Si vous voulez. Ah oui, mort de leur belle mort. Bon, il y avait quand même la trace du cambriolage, mais... Oui, mais pas de trace de la crime. Sommes-nous passés à côté de tueurs en série? Bien oui, répond Thibault Solano avec cette impressionnante enquête, ces révélations publiées chez Robert Laffont. Évidemment, je vous invite à lire. C'est pas pour nous rassurer, mais ça nous rend plutôt vigilants. Bien entendu, vous nous appelez au 0826 300 300. Le grand Zacharias attend votre appel et les transmettra parce que vous avez, je ne dis pas que vous êtes passé à côté d'un tueur en série. Peut-être en avez-vous à un moment donné eu l'illusion ou l'impression, ou avez-vous connu quelqu'un qui s'est arrivé, et puis peut-être que vous avez envie de nous faire part de vos inquiétudes, voilà, de vos remarques. Est-ce qu'on a bien le système policier, judiciaire suffisant pour nous protéger de ces individus? Vous nous appelez au 0826 300 300, je vous appelle, et Thibault Solano vous répondra avec la solennité et la rigueur qui est la sienne. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h19 et nous parlons avec Thibault Solano, mon confrère et ex-collègue, journaliste d'enquête et d'investigation, de ces tueurs à côté desquels nous serions passés, de ces tueurs en série. C'est un document très impressionnant. Effectivement, ce sont des faits qui sont compilés, et on se dit que en France, c'est pas une question de modernité, d'évolution des mœurs, de compétences de la police, de moyens techniques. Il y a des gens comme ça, on va dire quoi, c'est la fatalité, c'est l'histoire du monde. Vous avez des tueurs, sauf que là, on se dit qu'on a pu les croiser, les côtoyer, être assis à côté d'eux, voire dîner ou déjeuner avec eux, et plus si affinité. Et puis le nombre d'épouses qui se sont rendus compte que le mari était un tueur en série. Le phénomène s'est aggravé quand même, Thibault, parce qu'on le sait mieux ou plus, où il y a une déprédation aujourd'hui des mœurs, une violence, une tension qui fait que le tueur en série se reproduit plus, entre guillemets, que ça a été vrai à une époque. Non, je pense que... Alors, il y a quelque chose qui est intéressant de noter, c'est a priori le nombre de crimes en série commis dans les années 80. Ça, c'est un truc qui est pas forcément... C'est une décennie riche, vous voulez dire en... Absolument, absolument. Et c'est vrai que... Fertile en meurtre en série, en crime en série. Alors c'est vrai qu'à l'époque, la science, on l'a dit, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ça n'explique pas forcément tout. Après, je dirais plutôt que la source a tendance à se tarir parce que il y a justement ces progrès de la science. C'est-à-dire que il y a sans doute toujours autant, il y a aucune raison que ça change, de personnes capables de devenir des tueurs en série. Parce qu'il y a aucune raison que les facteurs qui ont conduit certaines personnes à commettre des crimes en série aient disparu. Par contre, les capacités des enquêteurs à les arrêter fait qu'effectivement, le réseau se tarit un petit peu. Alors, dans l'ouvrage, il y a les faits tels que vous les présentez, cet inventaire de tueurs en série. Il y a d'autres aspects du livre dont je voudrais parler avec vous. Vous insistez beaucoup, voilà, vous faites une mise en lumière des victimes oubliées. Vous semblez accorder une place importante aux familles, aux victimes, des affaires non résolues. Ça évite qu'on se consacre tout de suite. Le héros, c'est le tueur. Oui. Voilà, n'oublions pas les victimes qui vivent un drame et qui, elles, sont dans la continuité de la souffrance jusqu'à la fin de leur vie pour certains. Exactement. C'est-à-dire que ça va avec le fait d'éviter la fascination pour les tueurs en série et la glamourisation des tueurs en série. Vous voyez, hier, je participais à un débat sur Dupont de Ligonnès. Oui. Dupont de Ligonnès, tout le monde en parle. Il y a eu cette émission sur M6 hier. Et en fait, on agite un peu trop, à mon sens. Il y a une affaire de confessionnal, là, il revient à travers la confession d'un individu à un supposé prêtre. Qui semble assez bancal. Oui. Et justement, à force de vouloir faire croire que Dupont de Ligonnès serait toujours en vie, j'en sais rien, évidemment, mais j'ai plutôt tendance à croire les enquêteurs qui privilégient la serpent de mer, Dupont de Ligonnès. C'est le tueur alors,
c'est pas en série, c'est sa famille. Mais exactement. C'est un fantasme. Oui, on l'a vu. Mais oui, et puis en l'imaginant toujours en vie, on imagine donc quelqu'un d'extrêmement intelligent, insaisissable, qui arrive à duper tout le monde, qui est suffisamment fort pour avoir reconstruit une vie, ce qui est quand même pas donné à tout le monde, alors qu'en fait, la vérité, c'est quand même que c'est un type qui a passé sa vie à s'endetter. Oui. C'est ça d'ailleurs qui l'a mené à sa perte, et qui a tué sa femme, ses 4 enfants, et même ses 2 chiens. C'est un cas de figure unique, Thibaut Solano. Unique. Alors, des tueries familiales, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Oui, qui s'échappe et qu'on ne trouve pas. Et la façon dont il a maquillé les crimes, donc il a laissé un délai avant qu'on se rende compte de la réalité. Exactement. Et il court toujours dans la nature. Enfin, on suppose. Alors, moi, si vous me demandez ma conviction, votre conviction, mon hypothèse. Parce que je peux témoigner que vous avez eu des pressentiments, des intuitions sur d'autres affaires, et je confirme que vous aviez une intuition qui était fondée. Souvent, on me disait, t'as un doute, va voir Thibaut, tu vas voir l'explication. C'est gentil. C'était en micro, hein. Mais il s'avère que vous ne pouviez pas le dire comme ça. Oui. Mais il s'avère que vous aviez vu juste. Oui. Vous avez un flair de limier absolument incomparable. C'est vraiment sympa. Mais sur Dupont de Ligonnès, moi j'ai tendance à penser qu'il s'est suicidé et qu'on agite la thèse de il est toujours en vie pour faire de l'argent, tout simplement, ou pour faire de l'audience, ou pour faire de l'audimat, et que du coup on le glamourise alors que c'est quand même un assassin. Mais on est limite à attendre qu'il se présente à la présidentielle en 2027, parce qu'effectivement on le voit partout. Et on sent qu'on aurait besoin qu'il existe pour pouvoir justifier de son existence et puis du mystère qui est autour de lui. Une réflexion utile quand même sur les limites de la justice. Tout à l'heure, nous vantions, vous disiez oui, 80% de délucidés, 20% de délucidés. On a une police, tant sur le plan scientifique que sur la procédure, qui est très efficace. Est-ce que la justice a toujours été à la hauteur de la bonne sanction en fonction de la gravité du crime? Alors, il peut toujours y avoir des loupés. Il y avait cette histoire de Blanche, Jean-Luc Blanche, dont je parle un peu dans le livre, parce que c'est pas un tueur en série, c'est un violeur en série, mais qui fait partie des suspects dans un des cold cases. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était Sarkozy était ministre de l'Intérieur, si je me rappelle bien, et cet homme avait été libéré malgré la dangerosité de son profil. Je crois que c'est 2005, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Et en fait, il avait récidivé. Oui. Et même, il avait fui, et on avait mis beaucoup de temps à le retrouver. Donc, ce genre de loupé, de sous-estimation de la dangerosité d'un suspect, ça peut encore arriver. Après, je dirais tout de même que c'est pas forcément au niveau de la justice. La justice ne laisse pas passer un tueur en série. C'est plutôt parfois les enquêtes qui laissent passer un tueur en série, mais une fois qu'on l'a, il n'y a pas d'acquittement à tort. Alors, je considère, Thibaut Solano, que vous êtes aussi un enquêteur patriote, parce que vous recentrez quand même sur le thème français. C'est souvent des grandes affaires étrangères. Alors, les États-Unis arrivent très en tête, mais il y a aussi des grands criminels et tueurs en série partout dans le monde. Vous rappelez que nous sommes, nous aussi, dotés d'un réseau de tueurs en série tout à fait respectable, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, il faut que je fasse attention, parce que tout à l'heure, j'ai dit réseau. Oui. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de... On voit très bien ce que veut dire réseau. Voilà. C'est-à-dire, il y a une... Qu'est-ce qu'on peut dire? J'allais dire une dynamique, c'est encore pire. Non, il y a un phénomène. Voilà, il y a un phénomène qui est aussi un phénomène français. Et on a notre particularisme français sur la forme de tueurs en série, leur nature, leur tempérament. Il y a quelque chose d'identifiant ou non? Oui, il y a plusieurs choses intéressantes à noter. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez des tueurs qui ont parfois commis beaucoup plus de victimes qu'en France, mais parce que, justement... Il y a le port d'armes. Oui, il y a une certaine violence culturelle. Ça aide un petit peu quand même, vous êtes d'accord? Exactement. Quand on rentre dans une école avec une mitrailleuse, ça va plus vite. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a aussi des États américains, donc on peut passer d'un État à l'autre et duper plus les enquêteurs. En France, le phénomène a été sous-estimé, on le disait un petit peu, pour plusieurs raisons d'ailleurs. On disait que c'était un truc d'Américain au début, mais parce que une partie de la justice, une partie des magistrats n'avaient pas envie de se coltiner à ce sujet-là. Parce que quand on est un magistrat, c'est compliqué de récupérer une affaire de tueur en série. C'est une affaire avec des victimes nombreuses, une affaire labyrinthique où il faut faire travailler plusieurs services entre eux. Et puis vous savez que les juges d'instruction restent 10 ans maximum en poste. Et donc, jusqu'à une certaine époque, en tout cas dans les années 80 c'était le cas, quand les magistrats changeaient de poste pour aller vers un tribunal plus grand, eh ben, ils avaient tendance à rendre des non-lieux, à classer les dossiers pour faire le ménage. Et évidemment, ça colle pas trop avec le phénomène de tueur en série où on doit parfois laisser les dossiers ouverts pour chercher des victimes et encore chercher des victimes. Alors justement, vous soulignez aussi le risque pendant l'enquête de l'échafaudage ou de l'élucubation. On relie des affaires les unes aux autres.
parce qu'on imaginait une cohérence. Oui. Alors que ça peut, par exemple, Fourniret, Oui. on va même vous imaginer, vous vous souvenez de l'affaire, premier traumatisme que j'ai eu, Marion Wagon, Oui. petite fille à âge, Oui. 94, et on se dit, Ouais. et on se dit peut-être que c'était déjà lui, puisqu'on sait qu'il était passé dans le coin. Ouais. Voilà. Mais ensuite, on a des suppositions d'affaires qui n'ont rien à faire, rien à voir ensemble, et dont certains enquêteurs peuvent dire, mais si finalement, ça se pourrait que ça soit le même. Bien sûr. J'ai le cas des disparus de la 6 en Saône-et-Loire. Disparu la Suisse en Saône-et-Loire. Voilà, où il y a une dizaine de femmes qui sont mortes entre les années 80 et le début des années 2000. Et on dit tueur en série, puisqu'il y a sensiblement le même profil de victime et qu'on est dans un même territoire. Sauf qu'en fait, parfois, effectivement, c'est trompeur, mais les avocats eux-mêmes cherchent toujours à vérifier l'hypothèse d'un tueur en série. Pas forcément pour faire le buzz, on va dire, ou pas forcément parce qu'il se trompe, mais ça permet quand même de fermer une porte, comme on dit dans les enquêtes. Ça permet parfois de rouvrir des dossiers. Attendez, Fourniret est passé par là, on va vérifier et au moins on va rouvrir le dossier et on va éviter la prescription. Parce que c'est ça le risque qui guette les cold cases, c'est que les dossiers soient classés et que même une fois qu'un coupable soit arrêté, on ne puisse plus juger parce que c'est prescrit. Et l'hypothèse des tueurs en série permet ça et permet aussi d'attirer l'attention médiatique et ce faisant de mettre la pression sur la justice pour dire vous voyez, vous avez intérêt à vous bouger sur ce dossier-là parce que maintenant j'ai prévenu tous les médias apportent de l'intérêt à ce dossier et si vous le laissez dans un coin, ça va vous retomber dessus. Pour autant, les 9 cas que vous citez, vous ne faites pas de corrélation. J'allais dire leur particularité, c'est d'être mystérieux quand même. Il y a un gros mystère qui est derrière. Alors, est-ce que on peut avoir le syndrome de Stockholm et d'être en tant qu'auteur fasciné par les criminels dont vous n'avez pas perdu la tête, je rassure tout de suite. Mais est-ce qu'il y a des cas où on parlait un peu de Ligonnès tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnages, des personnalités, voilà. Alors, je dirais que dans 99% des cas, plus on enquête, plus on travaille sur la personnalité des tueurs en série et moins on est fasciné parce que justement ce sont plutôt le des cas historique c'est quoi? C'est Lassner avec la fameuse chanson Mon maître est un assassin et choses comme ça. Oui, tout à fait. Mais beaucoup plus récemment, je dirais qu'il y a quand même un tueur en série qui sort un peu du lot de ces pauvres types qui sont souvent plutôt défavorisés socialement et pas du tout fascinants. Il y a du génie quelquefois. Il y a des génies. Alors il y a pas du génie, mais il y a une capacité de dissimulation très étonnante. Je pense au grêlé. Le grêlé. Là aussi, moins connu que Fourniret, qui a fait parler de lui pourtant. La panoplie de Fourniret est quand même impressionnante. Ouais. Et le grêlé, lui, c'est un vrai pervers. Oui, d'abord, c'est quelqu'un qui était gendarme puis policier. Oui. Donc il était du côté de la loi. Il était dans la maison. Il travaillait. Et quand il a arrêté de travailler, il était du côté du crime. Il s'en est pris à plein de profils différents. Une fillette qu'il a tuée, une jeune femme qu'il a tuée, un homme, un autre homme. Disparité dans les victimes. Exactement. Quelquefois, il y a une continuité. C'est toujours des jeunes ou des familles isolées. Ouais. Et là, il diversifie ses crimes. Voilà, diversité du profil des victimes, du mode opératoire. Des fois, c'est arme à feu. Des fois, c'est arme blanche. Et celui-ci a réussi à échapper à la police à laquelle il appartenait pendant plus de 30 ans. Et quand il a été confondu, c'est-à-dire que quand il a senti que la justice s'approchait de lui, grâce à l'ADN, il s'est suicidé. Donc il est parti avec ce mystère. Alors lui, il avait les codes intérieurs. Ouais. C'est pour ça que ça lui a permis de tuer plus longtemps, de durer plus longtemps. Sommes-nous passés à côté de tueurs en série? Nous demande Thibaut Solano, pose la question et auquel il répond dans cette enquête très impressionnante éditée chez Robert Laffont. Vous nous appelez au 0826 300 300, il est 13h30. Vous avez la parole comme tous les jours à cette heure-là. Vous l'avez en permanence sur Sud Radio, mais là plus particulièrement. Thibaut Solano, Zacharias va nous transmettre les questions que vous avez envie de lui poser, les avis que vous avez envie de donner, et si vous avez peut-être un témoignage à nous livrer sur ces affaires qui ont toujours animé passionnément et les médias et l'opinion publique, eh bien vous nous appelez. On attend votre appel au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce mardi 3 juin, il est 13h35, je suis avec Thibaut Solano et nous parlons de ces tueurs en série à côté desquels nous serions passés. Éditer un livre et une enquête, vraiment une enquête journalistique, mais elle est forcément policière et elle est forcément aussi, il y a du droit, il y a de la police et puis il y a surtout de l'enquête journalistique parce que vous racontez les choses telles qu'elles sont, édité aux éditions Robert Laffont. On parlait tout à l'heure à l'instant de la
la fascination que peut exercer un tueur en série par son intelligence, par sa méthode. Vous parliez du grêlé. Il y a d'autres cas, comme vous vous demandez, est-ce qu'il peut y avoir un génie dans le tueur en série? Il y en a qui sont plus malins, qui durent plus longtemps. Il faut être quoi? Il faut quand même être. Pour durer, faut avoir un peu de malice. Faut être méfiant. Oui. Alors, et justement, c'est pour ça, la plupart ne le sont pas. La plupart, quand même, obéissent à des pulsions qui sont justement à l'inverse du génie du crime, qui serait très calculateur. Simplement, vous avez des profils, effectivement, qui sortent du lot par rapport à la masse des tueurs en série. Nordal Lelandais, par exemple, n'est pas officiellement un tueur en série, puisqu'il en a tué deux. En tout cas, on a trouvé 2 pour l'instant. Il y en a peut-être d'autres, mais on les a pas trouvés. Et Nordal Lelandais, lui, il dissimulait les corps. Et en fait, je pense que c'est ça aujourd'hui, pour qu'un tueur en série, malheureusement, puisse continuer à sévir, eh bien, ça repose sur la dissimulation du corps. Parce que s'il y a un corps qui est trouvé, avec les nouvelles techniques ADN et les autres, on remonte quand même assez facilement, on va dire, à l'assassin. Alors que quand le corps disparaît, la police et la gendarmerie et les magistrats n'ont rien pour avancer vers le tueur. Et Nordal Lelandais, il aurait été tueur dans les années 80, il serait passé inaperçu. Donc là, il y a une question d'époque où exactement. On a plus de moyens. Là, il y a 2 choses essentiellement qui ont fait qu'il est tombé. C'est la téléphonie, vous en parliez, parce que ça l'a mise en cause pour le premier crime avec Arthur Noyer, un jeune militaire qu'il avait pris en stop. Et puis ensuite, il y a cette micro-goutte de sang dans le coffre de sa voiture qui a été trouvée après avoir démonté complètement toutes les garnitures de son coffre. On a trouvé une micro-goutte de sang de Maëlys. Cette micro-goutte de sang, dans les années 80, c'est sûr, elle passait inaperçue. Le petit détail, on voit ça dans les séries, oui. Dans les romans, oui. Mais les romans finalement s'inspirent souvent de la réalité. Bien sûr. Il y a aussi, Thibaut Solano, la ténacité de l'enquêteur. Je pense à ce gendarme qui a suivi l'affaire Estelle Mouzin. Oui. Et certains, même une fois à la retraite, oui. Continuent, ils veulent résoudre, c'est l'affaire de leur vie, quoi. Ils ont fait une question personnelle, ils veulent résoudre le problème. Il y a eu des cas comme ça de ténacité policière ou judiciaire, ça peut être un juge d'instruction. Tout à fait, mais souvent, effectivement, en tout cas, moi j'ai rencontré plusieurs policiers de la police judiciaire ou de la brigade criminelle qui ont tous été marqués par une affaire, qui est souvent un cold case, parfois il y en a même plusieurs quand on parle de tueurs en série, et vous savez comment ils appellent ça? Ils appellent ça le clou dans le cœur. Le clou dans le cœur. Le clou dans le cœur, c'est le dossier qui les hante au moment où ils font leur pot de départ avec tous leurs collègues et qu'ils disent au revoir à tout le monde, qui ferment la porte de leur bureau. Oui. Ils ont ce clou dans le cœur. Ils posent leur képi, mais voilà. Ils ne retirent pas de leur esprit. C'est ça. Et puis, quand ils sont à la retraite, ils vont essayer de se tenir au courant auprès de leurs collègues toujours en poste. Est-ce que ce dossier-là, il avance? Moi, j'ai beaucoup enquêté sur le tueur de la gare de Perpignan. Oui. Justement. Exactement. C'est un bel exemple du livre. Exactement. Et je sais qu'il y avait un policier qui s'appelle Guy Armand, qui a beaucoup travaillé sur Jacques Ranson, mais qui n'a pas réussi à l'interpeller. Eh bien, 14 ans après les crimes, Jacques Ranson est arrêté. Et quand il reçoit un SMS, en l'occurrence d'un des policiers en train de mener la garde à vue, et que Jacques Ranson finit par avouer enfin le meurtre d'une jeune femme qui s'appelait Mokhtaria Chaïb, le policier en service envoie un SMS au policier en retraite, il lui dit ça y est, il s'est couché. Bah évidemment, la réaction du policier à la retraite, c'est de pleurer. Et en plus là, la théorie se confirmait. Oui. Le policier avait bien senti la chose, il fallait juste l'élément qui permette de prouver. Nous avons Vanessa qui nous appelle d'Aignan dans le Gers, qui est le département là qui est concerné par l'affaire de la petite Liana. Bonjour Vanessa. Bonjour Perico. Bonjour, merci de nous appeler. Bonjour. Vanessa. Alors vous dites que dans votre voisinage, il y avait un membre de la famille du petit Grégory. Dites-nous en plus, Vanessa. Alors j'ai une amie, malheureusement à l'époque, son compagnon, c'était ce monsieur qui quand on discutait un jour de nos aïeux, on va dire, il m'a montré tout un arbre généalogique et tout, parce que on parlait un peu, sur le coup, c'est venu vraiment par hasard, puisqu'on parlait d'enfants nés noirs, alors qu'il est issu de parents blancs. Oui, ça arrive. Donc, voilà. Et le contraire aussi. Il me disait, que dans ses arrière-grands-parents, il avait un homme noir. Donc et puis en parlant de la généalogie comme ça, il me dit qu'il faisait partie de la famille donc il arrivait du Jura
et qu'il faisait partie de la famille donc du petit Grégory. Mais Vanessa, vous sous-entendez que ce membre de la famille est impliqué ou pas impliqué, ou c'était juste une parenté sans plus? C'est une parenté parce qu'il est quand même assez jeune, puisqu'il est plus jeune que moi et j'ai 48 ans et je me rappelle de l'affaire Grégory, elle date des débuts des années 80. 84. 84. Ah oui, d'accord. Octobre 84, oui. Ah oui, donc moi vraiment quand ça m'a marqué, j'étais je sortais du collège à peine et on en parlait encore et encore. Ah oui, comme quoi, vous voyez, bon, il veut y avoir quand on habite en France à un moment donné, mais enfin pour autant vous n'êtes pas dans le cas de figure de Thibaut Solano, vous n'êtes pas passé à côté d'un tueur en série, mais voilà, vous avez connu quelqu'un qui était de la famille de la famille du petit. Donc, il pouvait pas être concerné puisqu'il est né dans les années 80. Eh oui, voilà, ça c'est clair. Merci Vanessa pour votre témoignage. Nous avons Flora. Bonjour Flora. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Enlevez le haut-parleur, quittez le haut-parleur. Je pense que c'est pour ça que... Voilà, là je vous entends très bien. Okay. Alors, on me dit que vous appelez d'Occitanie. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? De quelle partie d'Occitanie? C'est grand l'Occitanie. Oui, des Hautes-Pyrénées. Des Hautes-Pyrénées, donc de la Bigorre. Vous êtes... voilà. Quelle commune exactement? À côté de Vic-en-Bigorre. Bon, très bien. C'est un très beau territoire pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Vous voulez réagir au témoignage de Vanessa et surtout vous voulez poser une question à Thibaut Solano. On vous écoute, Flora. C'est ça. Alors là, justement, ce matin, j'ai fait un soin Reiki. Après, il faut y croire ou pas. Et justement, la dame en question m'a dit que par rapport à ce qui se passe dans le Gers, chaque fois qu'elle voit la photo de cette petite, la petite Liana. Voilà, la petite Liana. Et du coup, elle a un ressenti, mais j'ai dit, mais c'est super, parce que peut-être que tu peux aider. Alors, elle me dit, tu sais, c'est compliqué, on fait un petit peu peur, nous, parce qu'on est quelque part de notre monde, entre guillemets, il faut y croire. Et justement, par rapport à toutes ces affaires, est-ce que le milieu policier, la gendarmerie va vers ces personnes qui peuvent être ressources? Thibaut Solano. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant cette question, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai envie de vous parler des médiums. Je ne sais pas si vous les mettez un peu sur le même plan. Voilà, les médiums. Dans chaque affaire criminelle, vous avez des médiums qui sollicitent soit la famille, soit les services de police ou de gendarmerie pour dire « je pense savoir quelque chose, je pense ressentir quelque chose ». Alors, évidemment, il y a deux écoles vis-à-vis des médiums. Il y a ceux qui croient, ceux qui n'y croient pas. Ceux qui n'y croient pas pourraient être tentés de penser que les policiers vont fermer la porte à clé quand un médium vient toquer. Eh bien, c'est faux. En fait, non seulement, et notamment dans le livre, je parle d'un cas où un médium a été tout à fait entendu, c'est-à-dire qu'on a suivi ses indications, elles n'ont mené nulle part, mais en tout cas, on a pris sa parole au sérieux, c'est dans l'affaire de Saône-et-Loire, et surtout, je vous dis une autre information, parfois, vérifier les dires d'un médium, c'est faire un acte d'enquête. Et faire un acte d'enquête, c'est un moyen de repousser la prescription. C'est-à-dire, au moins on a vérifié quelque chose, au moins on a ajouté un procès-verbal dans l'enquête, et du coup on repousse ce fameux délai couperet, à l'issue duquel un tueur ne sera plus jamais jugé. Donc il faut savoir que les médiums, ça peut surprendre le grand public, mais la police et la gendarmerie, et plus encore la gendarmerie, ne leur ferme pas la porte au nez. Bonne observation de Flora. Merci Flora pour votre question et votre témoignage en même temps. Merci à vous. Voilà. Je suis avec Thibaut Solano, auteur de Nous sommes passés à côté de tueurs en série. Vous nous appelez, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Bien sûr, il est 13h45. Nous ouvrons le sujet à toute l'actualité, mais Thibaut Solano étant directeur adjoint de la rédaction de Marianne, il aura compétence. Si vous voulez parler de ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui a été dit sur cette radio, et ce que vous avez entendu dans l'actualité du jour, c'est open bar. Vous pouvez intervenir sur tous les sujets, poser des questions ou témoigner. Nous vous répondrons, Thibaut Solano et moi-même. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h48, je suis avec Thibaut Solano, auteur de Sommes-nous passés à côté de tueurs en série aux éditions
Robert Laffont, une impressionnante enquête sur justement ces grands criminels de l'histoire. Thibaut Solano prend 9 cas et explique que ils étaient à côté, ils étaient là et on les a pas vus. Nous, évidemment, la police, la justice, quelquefois. Et il y a eu des pistes abandonnées, Thibaut Solano, quelquefois. Oui, bien sûr, il y a des fausses pistes. Ça arrive dans tous les cas. Dans tous les cas, vous prenez n'importe lequel de ces 9 dossiers criminels, il y a toujours des fausses pistes, y compris des pistes qui paraissent vraiment évidentes. Et parfois, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet tunnel. Alors, l'effet tunnel, qui a raté plus d'une enquête, c'est quand les enquêteurs partent bille en tête sur un suspect, par exemple le mari, et en fait, ils vont perdre du temps. Et ils vont s'apercevoir au bout de quelques mois qu'ils se sont trompés. Et pendant ce temps-là, évidemment, plus on attend, plus les chances de résoudre l'enquête se compliquent. C'est la théorie scientifique que l'on vérifie jusqu'au bout. On se rend compte que donc on repart à zéro. Ça a permis à des tueurs de durer plus longtemps que prévu, ou voire de passer à travers les mailles du Bien sûr. Il y a même un cas en Picardie d'une femme qui a été tuée pendant son jogging. On a arrêté l'idiot du village. On l'a fait avouer parce que c'était pas difficile de le faire avouer en garde à vue entre 2 gendarmes bien costauds. Il est parti en prison. Au bout d'1 an, il a dit à son avocat, mais en fait j'ai inventé, c'est parce que j'avais peur des gendarmes. Voilà. Et c'était vrai, il avait tout inventé. Et on a perdu 1 an dans l'enquête. Et erreur de témoignage ou peu de forcing un petit peu de la personne qui avoue, et on part sur une fausse piste. Nous avons Betty qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Betty. Oui. Bonjour à tous. Eh bien, voilà, j'interviens rapidement parce que moi, il m'est arrivé il y a à peu près 20 ou 25 ans en arrière. Bon, là, j'en ai 71. Hein. Bref. C'est très jeune, Betty, rassurez-vous. Oui. Je revenais de la plage, et donc je m'étais arrêtée au péage prendre le ticket. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui me dit vous pouvez m'emmener. Et moi, avec la surprise comme ça, j'ai pas osé refuser. Je l'ai pris dans ma voiture. Et il est monté devant et il avait mis un sac derrière. Et donc je lui parle parce que je le trouvais, je sais pas, j'ai quand même pas mal de feeling et je le trouvais un peu bizarre. Donc je commence à lui parler et il me dit j'ai oublié mes clés dans le Nord, donc je vais rechercher mes clés, enfin bref, tout ça. Et puis d'un seul coup, il se met à me dire mais vous savez, toutes les femmes sont des salopes, enfin bref, il commence à dénigrer les femmes. Alors je commençais à avoir énormément peur, j'avais des frissons dans tout le corps et je voyais qu'il cherchait quelque chose dans son sac derrière. Et alors là, j'ai dit écoutez, je serais obligée de vous arrêter à Aix, je dis parce que j'ai des amis qui m'attendent. C'était pas vrai, bien sûr. Et donc on a continué comme ça, puis à un moment donné, il y avait une station essence et j'ai rien dit du tout, j'ai bifurqué, je me suis arrêtée à la station essence et j'ai dit bon, vous descendez maintenant. Et là, forcément, comme il y avait quand même des voitures et tout, j'ai reclaqué la porte, il est sorti quand même. Et puis du coup, j'ai eu la peur de ma vie. Voilà, donc j'ai eu l'impression que c'était. Vous avez l'impression d'avoir peut-être rencontré quelqu'un d'extrêmement. Thibaut Solano, ça peut arriver comme ça. En général, non, il est plutôt plus prudent, le tueur, ou il peut se manifester par un comportement étrange. Il peut absolument se manifester comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup vriller, changer de comportement et entrer dans une forme de violence d'abord verbale et ensuite physique. C'est vrai que dans toutes les affaires, on parlait d'une sorte de pic des tueurs en série dans les années 80. Ça concerne beaucoup l'autostop, plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire c'est des autostoppeuses qui se sont fait tuer. Et d'ailleurs, le fait qu'il y en a eu tant dans les années 80 a fini par faire un peu décliner le phénomène de l'autostop. Et c'est vrai que parfois, je dirais que on avait l'impression, je vais rester prudent, on avait l'impression que dans la tête de certains enquêteurs, faire de l'autostop, c'était prendre des risques inconsidérés, et peut-être que certaines enquêtes n'ont pas été menées comme elles devaient quand ça concernait des autostoppeuses. Thibaut Solano a plus forte raison si quelqu'un monte subrepticement dans votre voiture. Oui, bien sûr. Ça m'est arrivé 2 fois, ça s'est bien passé, c'était des gens un peu déséquilibrés, qui m'ont soutiré un petit billet parce que, mais dans un feu parisien, paf. Ouais. Et puis une autre fois c'était à Toulouse, là aussi, même chose. Ouais. Donc verrouiller les portes de la voiture, surtout si on est une femme seule. Oui, bien sûr. On va pas tomber dans la psychose, mais il y a quelques consignes aujourd'hui de sécurité minimum à observer, compte tenu de la diversité des comportements des gens qu'on peut rencontrer, et il faut être extrêmement prudent. Est-ce qu'il y a pour autant des ressemblances comportementales dans certains crimes dans les 9 que vous avez soulevés, mais il y a des cas de similitude? Est-ce qu'il y a des comportements communs de certains tueurs? C'est-à-dire,
un peu comme je parlais de tempérament, est-ce qu'il y a une méthode de pratiquer qui peut se ressembler? Il y a quelque chose de fondamental, c'est ce que les psychiatres, notamment Daniel Zaguri dont je parlais, c'est le clivage. À ne pas confondre avec la schizophrénie ou le dédoublement de personnalité, le clivage, c'est cette façon de, comme un interrupteur, pour un tueur en série, de passer du moment où il commet un crime au moment où il reprend le cours normal de sa vie. C'est ce qu'on appelle le clivage, c'est-à-dire que vous avez, Nordal Lelandais, lui, il tue ce jeune militaire Arthur Noyer qu'il a pris en stop, et le lendemain, il va au cinéma avec ses amis. Pascal Jardin, l'un des tueurs identifiés de la Saône-et-Loire, il tue une jeune femme qu'il enlève dans sa voiture, il la tue de 123 coups de couteau. 123 coups de couteau, vous imaginez, 10 minutes passé à tuer cette jeune femme. Vous le racontez dans le livre avec, j'allais dire cruauté, oui. Il rentre chez lui, il se fait un sandwich, il se lave les mains, il se fait un sandwich, il va se coucher auprès de sa femme comme si de rien n'était. Quand il est enfin interpellé, bien des années après, grâce à l'ADN par un policier, le policier lui dit: pourquoi vous vous êtes lavé les mains après le crime? Est-ce que c'était parce que vous aviez du sang? On peut imaginer symboliquement c'était laver son crime. Il dit non, c'est juste que j'allais me préparer un sandwich, donc il fallait que je me lave les mains. Oh le sang-froid. Nous avons Michel qui nous appelle à côté de Toulouse, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour Michel. Bonjour. Donc en Haute-Garonne. Vous avez une question à poser à Thibaut Solano, Michel? Oui, j'avais une petite question. Alors, pour m'être retrouvée dans mes jeunes années dans des situations ubuesques, parce que je ne faisais absolument pas attention, j'ai le sentiment d'être passée à des deux gens potentiellement très dangereux. Et je me demandais s'il y avait, de la part des tueurs en série, un ciblage des victimes qui suscitait le passage à l'acte, ou si c'était vraiment... incontrôlé. Très bonne question, Michel. Vous me mettez vous m'alertez, j'aurais dû poser la question. Bien entendu, elle est essentielle. Est-ce qu'il y a un profil type pour certains tueurs, Thibaut? Alors, je vais citer deux exemples. Alors, bien sûr, le plus évident, Nordal Lelandais, lui, c'est assez simple. Il prend des victimes qui sont vulnérables. Il prend en stop le caporal Arthur Noyer, qui à ce moment-là est ivre, parce qu'il a pas mal bu, il sort de boîte de nuit. Et puis, bien sûr, sa deuxième victime, c'est une enfant. Donc, personne vulnérable, forcément, qu'il a enlevé lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Deuxième exemple, Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, qui a sévi dans les années 80 et 90. Alors, on dit parfois que les tueurs en série ont toujours le même type physique de victime. C'est faux. C'est un mythe. Par contre, quelque chose chez Guy Georges l'attirait chez ses victimes, c'était quelque chose qu'il a décrit un peu auprès des psys, c'est une énergie, comme ça, quelque chose que les autres ne distinguent pas forcément, mais que lui, avec un œil acéré, du tueur en série qu'il était, a distingué une énergie, et c'est ça qui a créé ce qu'on appelle le flash, c'est-à-dire de voir cette victime, de sentir quelque chose chez elle, d'être attiré par elle, et de dire, celle-là, je vais jusqu'au bout. Thibaut Solano, sommes-nous passés à côté de tueurs en série ou passerons-nous? Parce qu'à la lecture de votre ouvrage, on comprend que ça peut continuer à se reproduire. Différentes révélations sur ces tueurs historiques. Une enquête publiée, une vraie enquête de journalistes et à la fois quand même, j'allais dire, un peu judiciaire parce que vous relatez les faits tels qu'ils se sont passés aux éditions Robert Laffont pour la modique somme de 23 €. Merci Thibaut Solano d'avoir été là. J'invite ceux qui nous écoutent à lire ce livre parce qu'il est passionnant au sens littéral du terme, et puis ça raconte des réalités de notre époque, de notre vie, et puis c'est un phénomène qui nous concerne parce que il faut être prudent et vigilant aujourd'hui plus que jamais dans ce monde, et vous donner les codes justement de la prudence, de la vigilance, et vous révélez également quelles peuvent être les dérives de notre société. Thibaut Solano, à bientôt peut-être sur Sud Radio, on aura d'autres sujets de conversation. Je vous laisse en compagnie de Brigitte Lahaye et je vous dis à demain sur Sud Radio pour une nouvelle France dans tous ses états. J'espère qu'elle sera dans de meilleurs états que ceux dont on vous a parlé aujourd'hui. À tout à l'heure.